Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pourquoi il vaut mieux être un spécialiste qu'un généraliste, selon moi, et pourquoi dans notre monde qui est super linéaire, comme dirait Paul Graham, mais qui travaille sur des exponentielles, le fait d'être généraliste peut va plus souvent vous desservir que vous servir. Petit disclaimer à propos de ça, les bassins d'emploi sont dans des généralistes. Les, les meilleures payes, les meilleures primes et l'argent que vous pouvez collecter sur la production de valeur que vous pouvez faire va se trouver dans les spécialistes. Avant toute chose, je me présente. Je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien sur des volets de formation, des volets de conseils et recommandations stratégiques et des volets d'implémentation technique pour mettre en place des automatisations IA pour les PME ou des outils métiers dédiés pour les ETI et les grands groupes. Donc, pourquoi je pense que dans un monde super linéaire, les spécialistes ont plus leur place que les généralistes, si vous voulez capturer un maximum de valeur et donc vous enrichir de diverses manières. Ça peut être en patrimoine ou en cash flow. Déjà, pour ça, il faut essayer de comprendre ce que c'est un monde super linéaire. Un monde super linéaire, dans l'univers startup, ça serait traduit plus simplement par winner takes all. C'est-à-dire que on est dans un monde où la distribution des services est scalable. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre logiciel, que vous servez 10 personnes ou 1 million de personnes, à quelques détails près, c'est sensiblement la même chose. Alors que dans des business services, vous pouvez pas suivre votre demande de manière quasi instantanée. Donc, le fait qu'on soit dans un monde comme ça le transforme en super linéaire parce que si vous êtes par exemple en concurrence, d'accord, vous êtes le meilleur LLM, donc la meilleure IA de type ChatGPT. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que personne voudra prendre le deuxième, sauf à part quelques critères qui sont pas viables pour un business, qui seraient le prix ou des partenariats stratégiques qui vous bloqueraient. Tout le monde va vouloir prendre le numéro 1. Si vous pouvez prendre un coaching pour apprendre à courir, vous voulez le coaching du champion du monde. Vous voulez pas le vice-champion du monde, parce que le vice-champion du monde, il a moins compris de choses que le champion du monde, vu qu'il est vice-champion du monde. Et donc, tout le monde veut les premiers. Et donc, là où on se dirait que si par exemple il y a 100 personnes, on va se retrouver avec une distribution normale. Donc ça veut dire que il y a 100 prestataires, 1000 clients. On pourrait se dire, bah, chaque prestataire va gérer 10 clients. Maintenant, on va se retrouver sur une loi qui va beaucoup plus être en cloche ou exponentielle. C'est-à-dire que le prestataire numéro 1, il va récupérer 900 clients et les autres prestataires, donc les 9 prestataires suivants, ils vont se partager les 100 clients restants. Et donc, ça veut dire que dans un monde où on aurait pu avoir, je me suis trompé dans les calculs, mais bref, vous avez compris, où vous auriez pu avoir tout le monde qui mange équitablement par rapport à la quantité de clients, on se rend compte que le premier a, a beaucoup d'impact et que le deuxième mange beaucoup moins, le troisième mange encore moins, et qu'en fait, à partir du quatrième, tout le monde, c'est la famine. Et donc, quand on est dans ça, ça veut dire que pour les généralistes, ça va être très compliqué. Parce que les généralistes, la plupart du temps, sauf exception, vont se retrouver dans la moyenne de chaque compétence. Dans un monde où on veut travailler avec les premiers, et après les premiers, on essaye de les former sur leurs points faibles pour qu'ils soient dans la moyenne sur les points qui sont pas leurs forces, sur leurs faiblesses, eh ben, ils vont se distinguer par leur zone de génie et leur zone d'expertise. Et du coup, c'est pour ça que si vous travaillez sur une zone d'expertise, et vous allez vous rendre compte au quotidien, c'est que si vous avez une expertise, vous êtes nommé par cette expertise. Par exemple, vous êtes la personne qui fait les super designs, ou la personne qui fait les super photos,
ou la personne qui va faire les super comptes rendus de réunion. Et en fait, ça va vous permettre d'être identifié par la société, que ce soit dans du personnel ou dans du professionnel, et ça va vous permettre de potentiellement attirer des gens à vous. Ces personnes qui vont se dire, ok, ben, je veux les spécialiser sur ce truc-là, j'ai une problématique, cette personne est numéro 1 dans ce segment ou ce sous-segment. Après, ça dépend des volumes. Donc, c'est la meilleure pour refaire une culture d'entreprise. Et du coup, je vais travailler avec elle. Et une fois que vous êtes rentré sur votre expertise, à ce moment-là, vous pouvez généraliser et aider sur d'autres segments. Mais on viendra rarement vous chercher parce que vous êtes équilibré dans plein de trucs. Sauf si votre expertise est le critère numéro 1 sur lequel vous vous différenciez, c'est que votre profil généraliste est une combinaison suffisamment rare pour devenir une spécialité en soi. Par exemple, si vous êtes généraliste en marketing, votre spécialité, ça peut devenir CMO, donc Chief Marketing Officer. Donc, vous n'avez pas une spécialité par canal d'acquisition, mais vous avez une spécialité pour gérer tous les canaux d'acquisition et une approche 360 de l'entreprise. Par contre, devenir une référence dans cette catégorie, ça sera beaucoup plus dur que de devenir l'expert SEO des lavomatiques, par exemple, ou l'expert SEO des salons de coiffure, ou d'être l'expert en publicité payante sur TikTok des marques e-commerce pour la Gen Z, Génération Z. Et en fait, si vous arrivez à faire une spécialité, et même si vous voulez développer les compétences, essayez de concentrer sur une spécialité, une niche, d'être identifié comme référence sur cette spécialité, cette niche, même si ça ne vous permet pas de postuler à beaucoup de postes, même si ça ne vous permet pas de prétendre à beaucoup de clients, et de, au fur et à mesure, étendre cette niche en fonction des besoins pour rester un spécialiste. Et en fait, si vous êtes un spécialiste, on va pouvoir vous donner un label, une étiquette, appelez ça comme vous voulez, et à partir de ce label et cette étiquette, vous allez pouvoir avoir vos premières missions, vos premiers jobs, votre première expertise, vos premières reconnaissances, et à ce moment-là, vous pourrez élargir. Une fois qu'on a posé ça, j'utilise ça comme dernier point. La question, c'est à quel point on doit se spécialiser. Qu'est-ce que ça veut dire de se spécialiser sur une niche ou sur une expertise précise? Et grosso modo, à quel moment on est trop large, à quel moment on est trop serré. Alors, je pense déjà, on est trop serré quand on a étudié, quand on a pu discuter avec toutes les personnes qui sont dans l'espace dans lequel on s'est spécialisé. Et on est trop large quand les personnes à qui on veut parler ne comprennent pas ce qu'on fait et que ça s'adresse exclusivement à elles. Donc, par exemple, on va reprendre le truc du marketing. Si vous êtes spécialisé dans l'acquisition payante pour, donc, publicité payante sur les réseaux sociaux pour les lavomatiques et leur apporter des clients, si les gens qui ont des lavomatiques ne comprennent pas que votre spécialité c'est pour eux, et exclusivement pour eux, c'est que vous êtes trop large. Et donc potentiellement, c'est parce que les lavomatiques, peut-être ils ne s'appellent pas lavomatiques entre eux, ou peut-être qu'il y a des segments entre les lavomatiques. Donc il pourrait y avoir le pressing et le lavomatique automatique. Et donc ça, c'est deux types de clients. Et donc si vous vous rendez compte que vos discours et votre compréhension du client cible, elle varie en fonction, ou de l'employeur cible, elle varie en fonction des entretiens, c'est que vous pouvez resserrer. Par contre, si vous êtes trop large, ça va être si on vous met en concurrence avec des gens qui font pas du tout la même chose que vous. Si vous dites, ok, bah, je suis généraliste dans le marketing pour les startups, hyper généraliste, on peut vous mettre en concurrence avec des collectifs, avec des gens qui vont faire que du SEO. Et si on commence à vous dire, oui, mais du coup, c'est quoi la différence entre les mecs qui font que le SEO et que vous devez vous justifier plus d'une fois, c'est que vous êtes trop large et donc que vous pouvez resserrer. L'objectif, c'est de partir quand même le plus serré possible, parce que c'est plus simple d'élargir que de resserrer.
et d'essayer de tester par cible ou par niche. Vous essayez de craquer, d'avoir 10-15 entretiens avec des clients, pour un job, ce que vous voulez, mais qui va vous permettre de vraiment tester votre proposition de valeur, votre niveau d'expertise, et de le tester potentiellement même avant de développer des compétences. Si par exemple vous vous rendez compte qu'en faisant des entretiens et en mettant ça sur votre CV, il n'y a personne qui veut prendre de rendez-vous avec vous, c'est peut-être pas la peine de passer 50 heures à développer une compétence dont personne n'a besoin. Essayez de trouver des compétences qui sont cohérentes avec votre histoire de vie, cohérents avec vos expériences passées, et essayez de compacter tout ça dans une offre, que ce soit pour un CDI, un CDD, un stage, une alternance ou un contrat de freelance, ou même une start-up. Valider les besoins du marché. Après, vous pourrez toujours dire, ah ben, je suis en formation, je vous préviens dès que je suis prêt. Et une fois que ça c'est validé, commencez à vraiment développer intensément vos compétences pour pouvoir les vendre. Voilà, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour un prochain Wokuzmi. Salut!